Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Versace, puisque je vous ai déjà amené des marques de luxe sur cette chaîne, telles que par exemple Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci, Dolce Gabbana et Chanel. Donc aujourd'hui c'est au tour de Versace. Je vais raconter l'histoire de la marque, comment elle a été créée, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes les années, mais également les plus grosses polémiques. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner et j'aurai un petit quelque chose à vous demander dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner des idées de célébrités parce que je commence à être un peu en manque d'idées au niveau des JVDT. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de JVDT sur les marques de luxe parce qu'il y en avait beaucoup et également des JVDT un peu plus de crimes, des histoires un peu plus sombres. Mais j'ai lu pas mal de commentaires qui disent que les JVDT sur la pop culture manquent, donc n'hésitez pas parce que franchement, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Giovanni Maria Versace est donc né à Reggio de Calabre en Italie le 2 décembre 1946 dans une ville très pauvre où malheureusement il n'y avait pas trop de possibilités de réussite et la plupart des gens donc partaient de cette petite ville pour aller dans des grandes villes pour essayer de trouver un travail. Mais la famille de Giovanni a réussi à rester dans leur ville natale et se frayer un petit chemin. Sa mère Francesca a fait carrière en tant que couturière et son père lui il vendait donc des électroménagers. Ils étaient une des seules familles de leur village à pouvoir acheter des choses telles que une voiture ou une télé. Ils étaient pas riches mais ils étaient vus dans leur village comme des gens qui avaient quand même les moyens. Giovanni à ce moment il avait deux frères et sœurs, donc il avait une sœur qui s'appelait Tina et un frère qui s'appelait Santo. Sauf que voilà, lors d'un voyage en famille en 1952, Tina elle va se faire mal en jouant, donc elle va se faire mal au genou et elle va malheureusement avoir le tétanos. Ils vont vite voir un médecin mais malheureusement pas de chance puisque ce médecin va la traiter avec le mauvais médicament et en moins de 24 heures, Tina, elle est donc décédée à l'âge de 10 ans. Ses deux parents vont décider d'avoir un autre enfant. À ce moment-là, Giovanni, il a donc 10 ans et c'est donc là que Donatella, elle va naître. En grandissant, Giovanni, il passait beaucoup de temps dans la boutique de vêtements de sa mère à la regarder travailler et sa mère s'inquiétait un peu pour lui parce que il passait beaucoup trop de temps à la boutique et très peu de temps à être avec des amis, à jouer au foot, à sortir et petit à petit, il va commencer donc à faire de moins en moins ses devoirs et surtout sécher les cours. Un jour, l'école va appeler sa mère pour parler de son comportement, qu'il suivait pas les cours, qu'il était souvent absent. Sa mère va aller sur place pour parler avec son professeur et son professeur va montrer le carnet qu'il avait confisqué de Giovanni et il va commencer à dire que Giovanni était pervers, qu'il dessinait les filles en question, qu'en plus de ça, il se concentrait pas en cours. Son professeur va carrément le caractériser comme un maniaque du sexe et sa mère va donc voir les dessins en question, mais il se trouve que c'était des croquis en effet de femmes. Mais Giovanni ne dessinait pas les femmes, il dessinait leurs habits. Le temps va passer, il va passer du collège au lycée et au lycée c'était la même chose. Il était très souvent absent, il n'avait pas des bonnes notes et surtout il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Quand ses parents ils abordaient le sujet de l'université, Giovanni n'avait aucune idée de ce qu'il voulait faire. Et d'ailleurs quand le lycée touchait sa fin, il y avait un examen que Giovanni devait passer pour obtenir son diplôme, mais il se souciait tellement peu de tout ça qui n'a pas été au lycée et ça a donc fait qu'il n'a pas eu son bac. Son père bien sûr était furieux, il arrêtait pas de dire à Giovanni qu'il était en train de gâcher sa vie, que c'était pas normal qu'à son âge il n'avait aucune idée de ce qu'il voulait faire, mais Giovanni savait ce qu'il voulait faire et sa mère aussi. Il a immédiatement commencé à travailler avec sa mère puisque sa mère avait un magasin de vêtements et il va apprendre absolument tout ce qu'il y a à savoir du secteur de la mode et de la couture. Et quand Giovanni avait donc 19 ans, sa mère va décider d'ouvrir une boutique juste à côté de sa boutique à elle pour que Giovanni puisse exprimer sa créativité et la boutique va donc s'appeler Elle di Francesca Versace. Alors quelque chose de assez flou, je sais pas si en fait quand les créateurs ils commencent à raconter leur histoire, ils aiment un peu rendre tout ça joli, mais de ce que je me suis renseignée, quand la boutique a été ouverte, Giovanni a donc commencé à voyager dans toute l'Europe pour trouver de l'inspiration, mais je me demande si ça a été avant l'ouverture de la boutique, pendant ou après, parce que je vois pas trop comment tu peux ouvrir une boutique et soudainement partir voyager en Europe. Donc je pense que c'est peut-être
avant d'ouvrir la boutique qu'il a commencé à voyager. Je ne sais pas, à part s'ils avaient vraiment beaucoup d'argent et que la boutique, la deuxième boutique tournait toute seule. Mais en tout cas, Giovanni va commencer à voyager en Europe pour trouver de l'inspiration et il va commencer à rencontrer pas mal de personnes très importantes. On a par exemple Karl Lagerfeld et c'est aussi à ce moment-là que Giovanni ne va plus être appelé Giovanni mais Gianni Versace. Quand il partait en voyage chez des fabricants de vêtements, Gianni emportait toujours son carnet de croquis avec lui pour dessiner, pour un peu illustrer ce qu'il voyait. Sauf que quand il est revenu de ses voyages en question et qu'il a commencé à montrer soit les croquis ou soit les vêtements qu'il a ramenés de ses voyages à sa mère n'était pas du tout d'accord. Elle était même choquée puisque c'était quand même des vêtements très courts et jugés trop sexy d'après elle pour leur petit village. Mais malgré le nom catégorique, il va quand même mettre en vente ses vêtements et il va aussi commencer à dessiner ses propres vêtements à lui. Et il a eu raison de suivre son instinct puisque ça a marché et les femmes adoraient le style que Gianni proposait. Il est ensuite reparti en voyage pour rencontrer d'autres fabricants et c'est pendant ce voyage qu'il va donc rencontrer les propriétaires d'une marque de tricot appelée Florentine Flower. Une fois qu'ils ont vu les créations de Gianni sur son fameux carnet de croquis, ils vont direct demander que Gianni travaille avec eux en Toscane alors qu'il avait seulement 25 ans à ce moment-là. C'était une nouvelle opportunité énorme pour lui, donc bien sûr il va accepter et déménager là-bas. Et en seulement quelques mois, les patrons ont été tellement impressionnés par le succès de sa nouvelle création qu'ils vont lui offrir tout simplement un cabriolet Volkswagen tout neuf. À 26 ans, il décide de partir pour découvrir la mode à l'italienne et donc voyager absolument partout. Sur son temps libre, Gianni du coup travaille pour plusieurs marques et commence à se faire connaître. Il était clair pour absolument tout le monde que Gianni était très talentueux et que son travail était très efficace. Pour que vous ayez une idée, après avoir travaillé pour la marque Jenny, leurs ventes de vêtements ont triplé, passant de 2 millions de dollars à 6 millions de dollars par an. Pendant 6 ans, Gianni va donc passer son temps à travailler pour différents créateurs et les aider à améliorer leur marque. Et financièrement, on peut dire que Gianni était plus qu'à l'abri, mais son rêve était vraiment d'avoir sa maison de luxe à lui, sa propre marque, et du coup il va rassembler tous ses croquis pour une exposition et il a donc obtenu une exposition au célèbre musée d'art de Milan et il a invité les personnes les plus influentes qu'il connaissait et ces personnes-là ont aussi ramené d'autres personnes et son idée a fonctionné puisqu'il a commencé à recevoir des demandes de clients qui voulaient que lui il confectionne leurs robes. Donc jusqu'à là il travaillait que avec des marques et là du coup il travaillait directement avec les clients, ce qui le permettait de gagner encore plus d'argent. C'est donc à l'âge de seulement 32 ans, donc en 1978, qu'il a finalement ouvert sa propre marque. Grâce au financement qu'il avait obtenu d'une riche famille italienne, il a donc pu ouvrir sa première boutique dans une des rues les plus connu de Milan. Gianni, il est très famille, la famille Versace, c'est une famille qui est très soudée, donc il va nommer son frère Santo en tant que PDG de son entreprise et sa sœur Donatella en tant que vice-présidente. Une chose que Gianni a toujours dit, c'est plutôt la qualité que la quantité et quand il a ouvert sa boutique, il y avait seulement un petit rayon avec des robes, le reste de la boutique était pratiquement vide et malgré ça, toutes les femmes qui rentraient et qui bien sûr avaient les moyens repartaient avec une robe de Versace. Gianni était également très connu pour utiliser des matériaux très innovants pour ses vêtements. Il allait jusqu'à utiliser des lacets en caoutchouc, en cuir et en maille d'aluminium. Et c'est vrai que ce mélange de matériaux qui était assez rare et très osé faisait qu'il se démarquait et qu'il attirait justement une clientèle qui voulait oser, qui voulait être différent. Dans les années 80, Gianni dessinait aussi beaucoup de vêtements pour le monde du théâtre, donc des costumes et des décors, que ce soit pour des spectacles de théâtre ou de ballet. En 1986, il va recevoir la grande médaille de vermeil de la part de la mairie de Paris, donc par Jacques Chirac. Sa sœur Donatella, du coup, avait déménagé à Milan pour aider dans l'entreprise familiale, mais au bout d'un moment, ça l'a vite saoulée d'être vice-présidente. Elle était très jeune, elle avait la vingtaine, elle savait pas du tout ce qu'elle voulait faire de sa vie, mais surtout, elle s'ennuyait.
Et Gianni, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement lancé une nouvelle ligne qui s'appelle Versus pour que sa sœur puisse exploiter sa créativité comme sa mère l'avait fait avec lui et qu'elle puisse vendre ses propres créations dans la boutique Versace. L'entreprise a connu un tel succès qu'il a donc commencé à ouvrir des nouveaux magasins en 1979. Il a été très intelligent puisqu'il a ouvert son premier magasin en Chine alors qu'à cette période, les autres marques ignoraient un peu ce côté du marché asiatique. Il restait plus en Europe. L'année qui a suivi, il a donc commencé à ouvrir des magasins aux États-Unis et dans les années 90, il a aussi commencé à lancer d'autres lignes à l'intérieur de Versace qui ont aussi fait un énorme succès. Mais voilà, bien sûr, quand tu commences à te faire connaître, le positif est là, mais le négatif arrive très très vite, que ce soit de la part des marques en question, mais aussi de la presse. Vous vous rappelez que je vous ai dit tout à l'heure que sa mère trouvait que ses vêtements étaient osés pour leur petite ville. Mais il faut croire qu'il n'y avait pas que sa mère qui pensait ça. Il y avait une phrase très connue à l'époque qui énervait beaucoup Gianni qui disait « Quand Armani habille la femme, Versace habille la maîtresse ». Gianni lui-même, ça l'embêtait d'entendre ça, mais surtout d'être comparé. Il a ignoré ses critiques parce qu'il savait ce que ses clientes voulaient et c'était donc de montrer leurs courbes et être fier de leur corps plutôt que de le cacher. En plus d'être très créatif dans le monde de la mode, il était aussi très fort au niveau marketing. Il savait que la façon la plus simple de se faire connaître, c'était que les célébrités et les politiques portent donc ses vêtements et il a donc commencé à utiliser ses relations. Dans les années 80 et 90 par exemple, Gianni va commencer à embaucher des mannequins pour travailler pour lui, qui sont des mannequins qui travaillent encore certaines avec Versace, comme par exemple la fameuse mannequin un petit peu problématique qu'on a déjà parlé sur cette chaîne, Naomi Campbell, mais également la talentueuse Cindy Crawford. La marque Versace va aussi séduire très vite les célébrités puisqu'on va avoir des stars telles que Madonna, Elton John, la princesse Diana qui portaient très souvent des vêtements Versace. 1992, voilà un peu la petite première polémique de Versace puisqu'ils vont sortir une nouvelle collection et qui dit nouvelle collection dit un défilé qui va faire... Ça va choquer. Les mannequins marchaient donc sur le podium avec des tenues en harnais en cuir, un peu style bondage et donc très sexy. Et bien sûr, ça va choquer, mais ce nouveau style va aussi énormément plaire. La même année, Donatella portait donc une de ses fameuses robes pendant le Met Gala. Gianni, lui, s'était manifesté aux critiques en disant « Nous devons vraiment briser les barrières. Pour moi, la mode naît et meurt chaque jour. » 1994, ça va être une année très importante pour la marque Versace puisque une robe va casser Internet. Bon, ça va pas casser Internet parce que 1994, Internet, c'est un peu récent. Mais pour vous dire, cette robe, elle est tellement connue qu'elle a une page Wikipédia. Est-ce que vous avez déjà vu une robe qui a une page Wikipédia? L'actrice et mannequin anglaise Elizabeth Hurley portait une robe noire Versace lorsqu'elle accompagnait Hugh Grant pour une avant-première. La robe, comme vous pouvez voir, était donc maintenue par plusieurs épingles en or et elle était donc très révélatrice. Si seulement eux en 1994 ils voyaient ce qu'on porte aujourd'hui, je pense qu'ils seraient plus que choqués. La robe est l'une des créations les plus connues de Versace avec la fameuse robe verte de Jennifer Lopez que vous connaissez sûrement ou pas. Je vous en parle très bientôt. À ce moment-là, Versace est vraiment au top du top, mais Gianni, lui, n'est pas satisfait puisqu'il veut vraiment que tout le monde puisse goûter aux produits de Versace, avoir l'expérience de pouvoir acheter chez eux. Et il va donc essayer de faire des produits un peu plus abordables. Il va donc commencer par le classique, le parfum et les lunettes. Et au fil du temps, comme pas mal de marques, vous allez chez Louis Vuitton ou chez Dior, c'est la même chose. Vous allez avoir des produits de lifestyle un peu, donc des carnets, des bougies, des coussins, des plaids pour le canapé, tout ça. Et d'ailleurs, dans le futur, en 1992, il va carrément faire une collaboration donc avec une entreprise allemande de porcelaine qui est donc l'entreprise Rosenthal. Ah oui, d'ailleurs, je me rends compte que je vous ai toujours pas parlé de son logo puisque le logo de Versace, c'est donc une méduse. Et c'est vrai que pour Noël dernier, j'ai offert une paire de lunettes Versace à Marco. C'était pas très cher pour des paires de lunettes. Je crois que j'avais payé 250 alors que par exemple, moi, mes Louis Vuitton, j'avais payé 450. Quand j'ai acheté ces fameuses lunettes, j'ai vu le logo de la méduse et je me suis dit pourquoi la méduse? Et en fait, je me suis jamais renseignée. C'est qu'en faisant cette JVDT que j'ai appris pourquoi. C'est très simple. Gianni était quelqu'un qui était passionné par la mythologie grecque. Et pour lui, Méduse était donc un symbole de force et de beauté. Et ça correspondait donc avec sa marque. Donc voilà pourquoi la méduse. Très simple.
On va parler un peu de la vie privée de Gianni parce qu'il y a des choses assez intéressantes et surtout un lourd secret qu'il a gardé pendant des années. En fait, Gianni, il était gay. Il aimait les garçons, mais il n'y avait pas que ça, puisqu'il était amoureux d'un homme depuis très longtemps. Cet homme s'appelle donc Antonio D'Amico. Et en fait, quand ils ont commencé à se connaître et qu'il a commencé à l'apprécier plus, il en a parlé à sa famille, donc il a fait son coming out et ils l'ont assez bien pris, mais ils ont quand même demandé à ce que Gianni garde cette relation secrète à cause de la marque et des préjugés que les gens peuvent avoir. Donc pendant des années, il a caché au public qui il était réellement et souvent la presse se demandait pourquoi Gianni n'était pas aperçu avec des filles, pourquoi il ne se mettait pas en couple, pourquoi il n'avait pas des enfants, parce que il était avec Antonio. Ils se sont rencontrés donc en 1982, leur relation a duré 15 ans pour que vous ayez une idée. Et pendant cette période, Antonio, il travaillait comme designer pour la ligne de Versace Sport. En 1992, du coup, ils ont décidé d'acheter un manoir ensemble dans le quartier de South Beach à Miami. Et pendant qu'ils habitaient là, Gianni, lui, par contre, fréquentait très souvent des boîtes gays. D'après les locaux et les personnes qui fréquentaient cette boîte, il était très humble, très gentil. Il ne buvait pas d'alcool, il ne dansait pas, mais il observait beaucoup. Et Antonio dira plus tard que c'est parce que justement il s'inspirait des vêtements qu'il voyait, des vêtements qui étaient plus osés que des vêtements qu'il pouvait voir à Miami dans les rues. Sauf que voilà, en 1993, une tragédie va frapper la famille Versace puisque Gianni va être diagnostiqué d'un cancer, donc un cancer à l'oreille interne. Et plus tard, il a également appris qu'il était séropositif. Nous voilà quelques années plus tard, on est donc le 15 juillet 1997. Gianni Versace, il sort donc à pied de chez lui, il va acheter son café, il va acheter son journal et également la une de Vogue et puis il rentre chez lui, mais voilà que quand il est en train de monter les escaliers, il va tout simplement se faire tirer dessus. La première balle va toucher sa joue gauche et la deuxième va donc être derrière l'oreille droite. Par pure coïncidence, la balle a également touché un oiseau qui passait dans le coin, c'est très bizarre. Et quand la police sont arrivés, ils ont donc découvert le corps de Gianni, déjà décédé, avec une colombe morte juste à côté. Et ils étaient persuadés que du coup ça avait un rapport avec la mafia, que c'était une sorte de symbole. Gianni est décédé à l'âge de 50 ans. Plus de 2000 personnes ont assisté aux funérailles de Gianni Versace, dont des dizaines de célébrités, et tout a été diffusé à la télé. Il n'a pas fallu très longtemps pour comprendre ce qui s'est passé et qui était donc ce tueur. Et grâce à des empreintes laissées sur la scène de crime, ils ont appris que c'était un tueur en série qui s'appelle donc Andrew Cunanan. Andrew était un tueur en série recherché dans plusieurs états et il était pourchassé par le FBI. Il a même été présenté dans un épisode de la fameuse émission America's Most Wanted. Et voilà, seulement 8 jours après avoir tué Gianni, Andrew, il a été retrouvé mort dans un hangar à bateau. Il s'est donc ôté la vie. Et il y a des rumeurs qui disent que Andrew l'aurait tué parce qu'il avait des ordres d'une sorte de gang mafia parce que Gianni Versace avait des dettes. Mais la famille Versace a toujours nié cette rumeur. En 2018, des nouvelles rumeurs en ce qui concerne ce meurtre vont faire beaucoup parler puisqu'il y a eu une nouvelle émission qui parlait du meurtre de Gianni Versace et on va voir des nouvelles informations. On va apprendre que soi-disant Andrew était obsédé par la famille Versace et qu'il aurait tenté de se frayer un chemin dans la vie de Gianni avant de le tuer. On va aussi apprendre que Andrew, il était gay et qu'il aurait travaillé en tant qu'escorte pour des hommes plus âgés. Dans l'émission, du coup, il suppose que Andrew aurait proposé ses travails à Gianni et Gianni a refusé et Andrew l'aurait tué. Mais voilà, c'est vrai que les enquêteurs vont répondre à cette rumeur en disant qu'ils n'ont jamais trouvé une seule preuve que Andrew aurait pu parler à Gianni avant l'assassinat. Donc c'est vrai que ça reste un mystère du pourquoi Andrew a tué Gianni Versace. Je voulais vous parler un peu de l'ex de Gianni du coup parce qu'après le décès il y a eu une petite polémique, donc Antonio. Dans son testament, Gianni il avait laissé une somme d'argent et aussi le droit à Antonio de vivre dans n'importe quelle maison de Versace en Italie et aux États-Unis. Sauf que petit souci, les propriétés de Gianni étaient donc au nom de Versace et non au nom de Gianni lui-même. C'était
à l'entreprise. Et l'entreprise, du coup, était désormais à Donatella et à Santo, donc à ses frères et sœurs. Ah oui, et aussi également sa nièce. Comment j'ai pu oublier sa nièce, sachant qu'il a laissé plus de choses à sa nièce presque que à ses frères et sœurs. On va en revenir. Donc en fait, Antonio ne pouvait loger dans aucune maison. Il y avait vraiment un gros problème. Mais après avoir conclu des accords avec des avocats, Antonio a obtenu un droit restreint de vivre dans certaines propriétés. Et en ce qui concerne les relations d'Antonio avec le reste de la famille Versace, on va apprendre que finalement, c'était pas tout rose. Donatella, elle va déclarer en mars 1999: « Ma relation avec Antonio est exactement la même que lorsque Gianni était en vie. Je le respectais en tant que petit ami de mon frère, mais je ne l'ai jamais aimé en tant que personne. La relation est donc restée la même. » Antonio est finalement décédé à l'âge de 63 ans, donc le 6 décembre 2022. Revenons donc au testament de Gianni, puisque dans son testament, il a laissé 20% de l'entreprise à sa sœur Donatella. Son frère Santo, lui, a reçu 30% et est devenu le nouveau président, mais étonnamment, 50% de l'entreprise sont donc allés à sa nièce Allegra. Quelqu'un de la famille va dire qu'il aimait sa nièce comme une fille, il l'appelait très souvent sa petite princesse, et au moment de la mort de Gianni, elle avait seulement 11 ans. Quand Allegra, elle a donc eu 18 ans, elle a pu accéder à son héritage de 800 millions de dollars et a donc rejoint le conseil d'administration de Versace. Mais il faut savoir que Allegra, c'est une fille très réservée et elle détestait être le centre de l'attention, être sous les projecteurs, et elle s'est donc pas beaucoup impliquée dans l'entreprise familiale. Après que Gianni a été tué, il y a beaucoup d'entreprises qui ont contacté Versace pour essayer de racheter, mais ils ont refusé et ils ont voulu garder la marque Versace dans la famille. Donatella va dire dans une interview: « Mon frère n'aurait pas voulu que je vende une seule chaise de bureau. L'entreprise était une famille et on ne vend pas la famille. » Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de la fameuse robe verte de Jennifer Lopez et on arrive donc à cette fameuse soirée. On est donc en 2000 et c'est donc Donatella qui va faire cette robe pour que Jennifer Lopez puisse la porter pendant les Grammys. Dites-vous que cette robe, elle est devenue tellement iconique, tellement célèbre, qu'elle est devenue le mot le plus recherché sur Google. Malgré cet énorme succès pour Donatella et le fait que la marque fonctionnait toujours hyper bien après le décès de Gianni, Donatella va dire que perdre son frère a été le pire moment de sa vie et elle va vraiment vivre un enfer. Malheureusement, après sa mort, elle est devenue dépendante à plusieurs substances. Et là, on parle de drogue très dure, sans parler du fait que la presse parlait tout le temps d'elle et la dénigrait tout le temps en disant que la marque allait échouer, que Donatella ne méritait pas ce succès parce qu'elle a juste la marque parce que son frère est mort, qu'elle ne va jamais réussir comme lui. À la soirée des 18 ans d'Allegra, Donatella souffrait déjà de dépression et ça va très mal se passer, au point que Elton John, un ami de la famille qui était présent, va la convaincre donc d'aller dans une clinique de désintox. Et pour lui, c'était question de semaines avant qu'elle essaye de faire quelque chose de très grave. Et heureusement, elle va donc y aller et après ça, petit à petit, ça ira mieux. En 2014, c'était l'année la plus compliquée de la marque. Ils ont initialement vendu 20% de l'entreprise à une société de capital d'investissement, Blackstone Group, et ils ont également embauché un nouveau PDG qui était donc Jonathan Ikerud. Et ça a vraiment fait du bien à l'entreprise. Elle a commencé à devenir un peu plus connue chez les jeunes. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, ils ont commencé à remarquer que la prochaine génération de Versace n'était pas celle qui allait garder la marque en vie. Et c'était très compliqué parce que Santo et Donatella, ils voulaient vraiment garder la marque le plus longtemps possible pour leur frère, pour Gianni. Mais ils ont finalement décidé qu'il était préférable de vendre l'entreprise avant que ce soit trop tard. En 2018, c'est donc Capri Holdings qui va racheter Versace pour la somme donc de 2,12 milliards de dollars. À savoir, Capri Holdings détient également d'autres marques de luxe comme par exemple Michael Kors et également Jimmy Choo. Donatella et Santo ont conservé leur poste dans l'entreprise, ça faisait partie de l'accord et donc ils travaillent jusqu'à aujourd'hui pour la marque Versace. Donc ils ont toujours un pied dans la marque et ils ont dit qu'ils continuent à faire ça pour leurs frères. Parlons un peu des petites polémiques. Franchement, il y en a pas tant que ça parce que quand je pense à Dolce & Gabbana, je pense que Dolce & Gabbana, c'est vraiment la marque la plus
chaotique niveau polémique. Balenciaga aussi, mais Versace, pas tant que ça. En 2016, un article va sortir avec un titre, et là c'est quand même assez grave, où ça disait que Versace se méfiait des clients noirs. Pour mettre les choses dans le contexte, ce témoignage a été donné par un employé qui a été viré. Christopher Sampino, il dit que les employés de Versace utilisaient un code qui est donc le code D410 pour prévenir dans le magasin quand un client noir rentrerait. À savoir, le code D410, c'est un code qu'ils utilisent bel et bien dans tous les Versace, mais pour parler des produits qui sont noirs, donc un sac, un vêtement, mais que soi-disant, du coup, ce code était aussi utilisé pour parler des clients. Christopher raconte aussi que dès que on lui a posé la question s'il avait d'autres origines que américains et qu'il a dit qu'il était donc afro-américain, ben le comportement de l'équipe a totalement changé. Il va dire que par exemple, ses collègues sont partis en formation et lui, il a pas eu le droit et que bizarrement 2 semaines après il a été viré parce que soi-disant il avait pas assez de connaissances dans le monde du luxe. Une autre et dernière polémique, du coup comme je vous ai dit, j'ai vraiment trouvé que 2 polémiques et ça m'a étonné. Si je suis passée à côté de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'est donc en 2019, Versace ils vont donc sortir un suite où c'est écrit Versace dans le dos et il y a ensuite le nom des pays avec les villes. Mais le souci c'est que il y a 2 villes en question qui sont Hong Kong et Macao qui sont cités comme des territoires indépendants. Alors que ces 2 villes en question sont revenues sous le contrôle de la Chine depuis très longtemps, donc depuis 1997 et 1999. Et à savoir, Versace n'est pas la seule marque qui a fait cette erreur puisqu'il y a également Givenchy et Coach qui ont été dans la sauce pour la même raison. Et quand ils ont sorti ce suite avec cette erreur-là, ben il en a pas fallu plus. Le gouvernement chinois, ils sont très stricts et dès qu'il y a des polémiques qui touchent leur pays, ils demandent à ce que les marques s'expriment pour s'excuser publiquement au risque qu'ils ne puissent plus rien vendre dans le pays. Et la Chine, c'est un pays très important. Ils ont vraiment beaucoup d'acheteurs. Et Versace, bien sûr, ils vont s'excuser très rapidement. Ces derniers jours, Versace a été témoin d'une large discussion autour d'un de nos t-shirts. Nous tenons à nous exprimer nos plus sincères excuses pour cet incident. Notre conception a mal étiqueté le nom de pays de certaines villes. C'est l'erreur de notre entreprise et nous exprimons nos plus sincères excuses pour tout le préjudice que cela a pu causer. Versace affirme que nous aimons la Chine et respectons la souveraineté de son territoire. L'actrice chanteuse Yang Mi, qui est donc ambassadrice de la marque Versace, a direct demandé de mettre fin à son contrat avec la marque. Donatella, elle aussi, va directement s'excuser sur son propre Instagram à elle. Elle va dire « Je suis profondément désolée pour la malheureuse erreur récente commise par notre société qui fait actuellement l'objet de discussions sur divers réseaux sociaux. Je n'ai jamais voulu manquer de respect à la souveraineté nationale de la Chine et c'est pourquoi je voulais personnellement m'excuser. » Mais finalement, faut croire que la Chine et Versace sont restés en bons termes puisqu'en 2023, ils vont sortir vraiment un suite similaire, voire identique à celui de 2019 et on a pu voir donc une chanteuse et actrice chinoise porter ce suite donc dans un aéroport. C'était avant de se rendre pour un défilé Versace. Voilà donc en ce qui concerne la création et l'évolution et les polémiques de la marque Versace. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, j'ai adoré faire cette JVDT. Je trouve qu'ils ont quand même une histoire très clean. Il n'y a pas d'embrouille de famille comme on a pu voir par exemple chez Gucci. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est arrivé et qui a volé absolument tout à l'autre comme Louis Vuitton. Bon, pour le coup, le créateur de Louis Vuitton et la famille de Louis Vuitton, ils étaient réglo. C'est juste eux qui se sont fait avoir dans le truc. Je pense aussi à Chanel. Voilà, Chanel, rien à dire comment en tant que femme, dans une période très compliquée, elle a su se débrouiller. Mais elle a quand même fait des choix très critiquable, ça lie avec les nazis, mais c'est vrai que pour le coup Versace, je trouve que l'histoire de la marque est assez clean. J'adore le fait que Gianni, il a vu que sa sœur elle s'épanouissait pas trop et qu'il a carrément dit ok, je te donne une collection et tu fais ce que tu veux, et aussi le fait que les frères et sœurs ne voulaient pas vendre la marque pour vraiment faire plaisir à leur frère qui est malheureusement décédé. Mais bref, je m'éparpille, on se retrouve dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à me donner des idées de JVDT en ce qui concerne la pop culture. Je fais plein de bisous. Beijo, tchau!